mais comme ça. Bonjour, Merde. bienvenue dans l'Unique en Gaming Live, l'émission de l'Université de Caen dédiée à la ludopédagogie. On se retrouve pour un épisode intitulé On s'arrête là, les parties que l'on ne finit pas. Avec moi, j'ai un homme à qui il arrive rarement de ne pas terminer un jeu. Parce que quand il n'a pas le temps, il prend des photos de ses parties pour rejouer plus tard. Ouais, ce qu'on fait avec Frosthaven, oui, quand on a plus de temps. Prendre des photos. Nicolas Bonneau, notre game designer. Enchanté, bonjour. Enchanté. Bonjour. Alors, inversement, il gagne souvent aux échecs car les autres abandonnent. C'est vrai. Mais je tiens à quand même apporter un peu de nuance. Tu es aussi, Jérôme, la personne qui a proposé d'arrêter High Frontier avant le 42e tour, lors de notre première partie. C'est vrai aussi. Et on t'en remercie. À l'époque, en tout cas, on t'en remercie. Jérôme Le Gripagès, notre directeur. Et puis, Arthur. Arthur, est-ce que ça t'arrive d'arrêter un jeu vidéo? On ne sait pas. C'est un secret d'État? Alors oui, ça m'arrive, mais généralement c'est plutôt une malédiction. Je les termine tous, même si je m'ennuie dessus énormément. Je me force en fait jusqu'à un peu Tu as trop de temps libre. Bah ouais, mais des fois peut-être oui. Donc son défi personnel, c'est de toujours continuer un jeu vidéo, quoi qu'il arrive, toujours terminer. Toujours. Arthur Gâté, notre expert jeu vidéo. Bonjour, bonjour. Et nous sommes accompagnés, comme toutes les semaines, par Florine Lemarchand, qui, elle, a encore depuis 2 ans une partie inachevée de Red Dead Redemption 2. On ne sait pas si j'irai au bout, tu m'as déjà spoilé la fin. Mais... 60%. En fait, c'est pas tout à fait la fin, parce que j'ai dû spoiler ce qui se passe à 80% du jeu. Sauvé. Bah moi, je passe. J'ai une partie qui est commencée. Et bah à la fin. Avant la fin. Il y a plusieurs fins. Oui. On va essayer de ne pas décevoir nos fans en ne spoilant pas aujourd'hui. T'as vu un cerf ou un loup? Pour cet épisode sur les parties de jeu qu'on ne finit pas. Pardon. Ça va vous? Au fond de la classe, là. Pardon. On va donc discuter des raisons pour lesquelles on ne termine pas certains jeux, de l'implication pédagogique, de la façon de gérer ça, des implications aussi pour le game design. Le tout autour d'une chronique dont tu as le secret, Jérôme, une extraordinaire chronique Ticket to Ticket. Merci. Je sens que c'est de la compensation pour les fois précédentes où je me suis plaint des lancements dont bénéficiaient Benoît et Arthur. Et puis donc on discutera de ça tous ensemble. Et comme d'habitude, on fera une petite revue des derniers jeux découverts et un jeu pour tester nos compétences en ludopédagogie. Et moi j'ai un petit jeu, une petite question là. Je hack l'émission. Et vous savez quel jeu sort aujourd'hui? Civilization 7. Et il est trop fort. Oui, on l'a dit Oui, je t'ai dit tout à l'heure. Je savais pas. Genre, j'écoutais pas. Ça fait 5 jours qu'il est déjà en accès. Si t'as payé le jeu à 100 balles. Ouais. Civilization 7, je connais des gens qui vont poser des jours de congé pour. C'est ça. Pour y Bon, jouer. après. Et merci Jérôme pour ce petit quiz. Tu l'as dit, très Oui, c'est moi qui l'ai dit. c'est pas un type qui me ressemblait. Parce qu'on me prend souvent pour un étudiant. Non, mais... Non. Alors on t'écoute, on peut noter que tu as un très beau t-shirt qui aura un sens aussi, comme d'habitude, par rapport au discours qu'on va tenir peut-être. Peut-être, oui. Et donc tu nous as préparé une chronique sur ces parties que l'on ne finit pas. Exactement. Alors, nous le savons, le jeu est théoriquement conçu pour être mené à son terme. Et ça constitue une expérience complète et structurée. Pourtant, la réalité ludique est bien plus nuancée. Nombreuses sont les parties interrompues avant leur conclusion naturelle ou celle qui a été conçue et pensée par le game designer. Qu'il s'agisse d'un déséquilibre stratégique rendant inutile la poursuite, d'une lassitude émergente au sein des joueurs, d'un conflit interpersonnel ou encore de contraintes temporelles externes, les raisons menant à l'interruption prématurée d'une partie sont variées. Ce phénomène est d'autant plus central en contexte pédagogique où le jeu peut être suspendu dès lors que l'objectif d'apprentissage, l'objectif principal, est atteint. Alors je vous propose d'analyser ensemble les facteurs qui influencent ces interruptions et leurs implications pour le game design et la pédagogie surtout. On s'intéressera aussi à cette perception sociale autour de l'inachèvement ludique. Alors tout d'abord, pourquoi on interrompt des parties? La décision d'abandonner une partie, ça repose souvent sur un ensemble de facteurs liés à la dynamique interne du jeu et aux interactions entre joueurs. L'un des premiers éléments à considérer est le déséquilibre stratégique. Dans un jeu comme Terraforming Mars, lorsqu'un joueur prend une avance trop considérable en produisant des ressources, la poursuite peut devenir futile pour les adversaires. De même, sur des parties de jeu encore plus longues comme Twilight Imperium, on peut avoir des situations où une faction impose une telle domination
que les derniers tours sont avec une issue inéluctable et donc ces derniers tours sont un peu pénibles et anecdotiques. Cette perception d'une issue déjà écrite est un des facteurs clés de l'abandon volontaire. Un deuxième élément central est l'épuisement cognitif et temporel. Temporel. Certains jeux s'étendent sur des durées trop longues, provoquant ainsi une fatigue qui incite les joueurs à s'interrompre. Risk, Talisman, Gloomhaven en sont des exemples classiques. D'ailleurs, le Monopoly est un des jeux les plus joués et en même temps l'un de ceux qui est le moins fini. Je crois que j'avais lu quelque part que c'est 8 ou 9 parties sur 10 qui n'allaient pas à son terme. La lenteur des tours, couplée à l'accumulation de micro-décisions, peut générer une forme de lassitude, surtout en l'absence donc, de tension dramatique, qui est un moteur essentiel à tout jeu. Il y a aussi ce que j'appelle les dynamiques interpersonnelles. Et ça joue un rôle crucial dans l'arrêt des parties. Diplomatie, c'est un exemple vraiment très célèbre de jeu où la rupture sociale peut mener à un abandon collectif. Les tensions accumulées au fil des négociations, les trahisons en particulier, peuvent provoquer des désistements abrupts, des divorces parfois, transformant la partie en un exercice de gestion de conflit plus qu'en une expérience ludique satisfaisante. Room 25, un jeu qu'on aime bien ici, de manière similaire, peut exacerber les rivalités et pousser certains joueurs à cesser prématurément le jeu. J'ai souvenir, et donc on a une petite émotion pour elle, d'une ancienne collègue qui est partie d'ailleurs, qui a traversé l'Atlantique pour nous fuir, mais qui avait dû être éjectée, qui avait été poussée dans une salle. Après vérification, je crois que c'était pas dans les règles. C'était pas dans la règle, il n'y avait pas le droit de le faire au premier tour, pour vérifier. Ouais. Donc Agathe, on pense toujours à toi. Alors enfin, il y a aussi des fois où on arrête parce qu'on va découvrir tardivement qu'il y a une erreur de règle qui vient invalider la session entière. Dans Sight, un mauvais calcul sur l'acquisition des ressources, ça peut fausser l'équilibre économique entre joueurs. Dans Route aussi, j'ai souvenir moi d'une partie où une mauvaise interprétation des capacités asymétriques des factions, ça avait conduit à une domination qui était finalement injustifiée. Et donc ça, c'est très frustrant pour les autres joueurs qui n'ont pas spécialement envie de finir la partie. Donc quand elles sont détectées trop tard, ça altère irrémédiablement la valeur perçue de la partie et incite à l'arrêt immédiat. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur un univers généralement à qui je laisse l'exclusivité à mon voisin de droite, dont j'ai oublié le prénom. Arthur. Oui. Et donc, c'est le concept de churn, je voudrais vous parler. Donc, je vais aller un peu dans l'univers de l'industrie du jeu vidéo. Donc, dans l'industrie du jeu vidéo, le taux d'abandon des joueurs est un indicateur qui est souvent extrêmement étudié et qui révèle les défis liés à l'engagement et à la rétention. Donc, selon une étude d'Adjust, 94% des joueurs mobiles abandonnent un jeu dans le mois suivant son installation. Mais même, ça va même pire que ça, parce qu'au bout d'une journée, 70% d'entre eux ont déjà désinstallé le jeu. Donc, ce phénomène est très visible donc, dans ces jeux mobiles qui sont hyper casual et où il y a aussi une offre pléthorique. Et généralement, il y a un faible coût, voire pas de coût d'entrée. Et donc, on a une consommation qui est très volatile. Mais même en élargissant au spectre des jeux plus complexes, dans une étude de 2019 qui s'appelle Understanding Player Engagement and In-Game Purchasing Behavior, ici, cette étude a montré que seulement 22% des joueurs terminent les jeux vidéo qu'ils commencent. Donc, ça laisse à dire qu'il y a donc 4 joueurs sur 5 qui abandonnent avant la complétion de l'expérience, telle qu'elle avait été conçue et proposée. C'est comme si, quelque part, voilà, on avait, pour un film, pour une œuvre culturelle, les 4/5e des personnes qui quittaient la salle au bout d'un quart d'heure. Oh, c'est nul. Ou bien, pour un tableau, je ne regarde qu'une partie, puis j'arrête. Voilà. Donc, on a un rapport à ce média qui est un petit peu différent et qui aussi laisserait éventuellement à dire. Donc, ce phénomène, on le désigne sous le terme de churn. Nos collègues des sciences de management et sciences économiques connaissent bien ce terme-là. Ça désigne la perte progressive de clients, ici de joueurs, quittant le jeu avant d'avoir atteint son terme. Et donc, il y a plein de choses qui influencent le churn, comme la difficulté excessive d'un jeu, le manque d'intérêt pour l'histoire, le gameplay très répétitif, trop répétitif. Ça, c'est une des choses qui revient souvent. Ou encore, bien sûr, la durée qui est jugée trop longue. J'ai un cas emblématique en tête, celui de EVE Online. Ici, 52% des joueurs, c'est un MMORPG. Merci, cherche un Meporg, ça sera plus facile.
MMORPG, voilà, c'est ça que je voulais dire, qui se passe dans l'espace. Moi, que j'aime bien, d'ailleurs, j'avais bien aimé. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup joué. Et ben en fait, 52% des nouveaux joueurs quittent le jeu dans les 2 premières heures et ils n'y reviennent jamais. Et donc souvent, en raison d'une courbe d'apprentissage qui est un peu abrupte, une interface qui n'est pas forcément ultra intuitive. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on voit aussi dans les jeux narratifs, où on ne va pas accrocher avec l'univers, avec le graphisme. Et donc ici, on a, de manière générale, autour du jeu, vidéo et de plateau, on a quand même ces abandons massifs dont il faut tenir compte. Alors, on va se poser une autre question. Est-ce qu'il faut toujours terminer un jeu? Est-ce que c'est mal de quitter le jeu? J'espère pas, parce que ça m'arrive quand même super souvent. Alors, certains jeux n'exigent pas nécessairement d'être menés à terme pour être jugés comme ayant accompli leur fonction ludique. L'abandon peut être une composante intrinsèque du design, notamment dans les jeux où la reddition est une stratégie viable. Dans les échecs ou le Go, il est admis qu'un joueur en position de défaite, il peut se retirer dignement sans avoir à poursuivre une fin inéluctable. Et effectivement, moi, ça m'arrive souvent. Je suis plutôt pas mauvais en mid-game, et j'ai du mal sur mes end-game, mais souvent les gens pensent qu'ils vont perdre, alors qu'en fait, s'ils duraient, peut-être qu'ils arriveraient à renverser la situation. Et ici, donc, c'est codifié. Donc, soit on renverse le roi, le plus souvent, on tend sa main, ou alors on appuie sur le bouton du téléphone. On appuie. Pour donner le petit drapeau. Ah oui, le petit drapeau sur le truc. Mais sinon, on appuie, on arrête le timer. Ça, genre, en compétition, ça veut dire ce que ça veut dire. Parce que si on arrête le timer, ça veut dire soit qu'on abandonne, soit qu'on va chercher l'arbitre. Mais je crois que j'ai jamais vu. C'est pas. Nous ne faisons pas. On serre la main, c'est ce que je disais. Ouais, c'est le plus classique. Et renverser le roi, c'est un peu dramatique. De fait, on le voit pas des masses. C'est vraiment la pièce. Donc, le poker, c'est aussi un autre jeu où, lorsque en fait, la mécanique interne du terme, ça repose sur sa capacité à se retirer d'un tour ou d'une partie lorsque la situation devient défavorable ou qu'on pense avoir eu suffisamment de gains. Ici, l'abandon, c'est une mécanique qui est une mécanique stratégique qui est à part entière. Dans le domaine des jeux narratifs, l'absence de conclusion formelle est une des caractéristiques courantes. Dans les jeux de rôle, et même dans les jeux de plateau comme Once Upon a Time, Détective, Time Story, eh bien, il y a une tendance où la narration prime sur la résolution strictement telle que définie. Ici, l'interruption du jeu ne signifie pas nécessairement une expérience incomplète, mais ça peut être au contraire perçu comme une issue naturelle à une trajectoire ludique. On a pris du plaisir, on a joué un certain temps, puis au moment, on pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à découvrir. Néanmoins, c'est vrai que la réception sociale de l'inachèvement ludique, ça varie évidemment suivant le type de joueur. Certains considèrent qu'une partie non conclue constitue une forme d'échec, échec collectif, tandis que d'autres attachent une importance primordiale au processus plus qu'à la finalité. Cette divergence, elle explique pourquoi des jeux comme Ark Nova, qui reposent sur des dynamiques d'optimisation progressive, avec un design qui ne fait pas non plus l'unanimité, eh bien, ce jeu-là, il peut frustrer certains joueurs, alors que lorsque la partie s'interrompt prématurément, tandis que d'autres vont valoriser, uniquement l'expérience de jeu en cours. Donc, on a ces éléments-là à prendre en compte. Et ça nous amène à avoir une perspective évidemment pédagogique, nous autres dans nos contextes, que faire de ces histoires d'abandon. Donc, dans un contexte pédagogique, éducatif, l'abandon d'une partie est parfois délibéré, décidé par l'enseignant, car, selon ce dernier, l'objectif premier n'est pas la victoire, mais l'acquisition d'un savoir ou d'une compétence, d'un apprentissage. Une simulation économique ou un jeu autour d'un processus économique, eh bien, il peut être arrêté dès lors que les étudiants ont assimilé correctement les principes de l'offre et de la demande, par exemple. Et l'enseignant n'aurait pas besoin de faire encore X tours pour savoir qui gagne dès l'instant où finalement, il lui semble que le message est passé. Un jeu de rôle historique peut être également suspendu dès que les interactions sociales ont permis d'illustrer le phénomène qui nous intéressait. Un serious game environnemental peut, lui, ne pas aller à son terme, une fois de plus, si l'essentiel du raisonnement critique a été mobilisé. Donc l'enjeu principal, je pense, en contexte pédagogique, n'est pas de finir ou pas finir le jeu, c'est d'avoir une perception des participants. Est-ce que l'interruption prématurée, ça va nuire à l'expérience d'apprentissage ? Est-ce que ça ne va pas trop frustrer les joueurs et qu'ils ne retiendront que cette frustration et pas l'apprentissage qu'ils viennent de faire? Donc, il y a une étude qui a été menée en 2007, qui date un petit peu, par G, sur les jeux vidéo éducatifs et qui souligne l'importance d'un débriefing post-jeu. Et notamment que ce débriefing, eh bien, ils viennent expliquer éventuellement pourquoi on a arrêté le jeu et qu'on n'a pas été à son terme.
Et donc, comme souvent, cette phase-là, elle est vraiment, on radote, mais c'est une des réalités. Elle revient systématiquement. Donc, un jeu, il peut être exploité de manière pertinente, avec ou sans sa fin naturelle, ou du moins telle qu'elle a été pensée par le game designer, à condition, une fois de plus, que les acteurs impliqués aient une vision claire de ce qui a été expérimenté et qu'on leur explique pourquoi eh bien, on n'a pas été au terme de l'issue du jeu, mais bien qu'on ait été au terme de l'apprentissage. Alors, je vais conclure avec une réflexion un peu plus générale sur l'inachèvement. Et sur l'inachèvement et ce que c'est un échec. Ça va me permettre de parler d'un de mes auteurs préférés, si ce n'est mon auteur préféré. Et c'est pas Vladimir, c'est mon auteur de littérature. Donc le jeu, il est souvent perçu comme une microstructure narrative où la fin vient valider le parcours effectué. C'est en ce terme-là souvent qu'on a cette idée de narration avec une mise en intrigue, un développement et une conclusion comme tout bon récit. Eh bien, l'absence de conclusion ne signifie pas nécessairement l'échec de l'expérience. Nombreuses sont les parties inachevées qui restent mémorables précisément en raison de leur interruption. Les fois où on s'est justement fâché ou parce qu'on a découvert qu'il était interdit de gagner c'était à Conqueror, c'est ça où on est Successors, premier tour. Ouais. Premier tour, il n'y avait pas le droit de gagner. Bon bah voilà, on s'en souvient d'ailleurs. Et donc les retournements de situation dramatiques, les confrontations avortées, voilà, une impasse stratégique. Des fois, ça arrive aussi. Dans la poétique, Aristote définit la fin comme ce vers tout. Aristote définit la fin comme ce vers quoi tout tend. Mais dans le cas de Ludique, cette affirmation, je pense qu'elle doit être interrogée. Est-ce que c'est véritablement la fin qui donne son sens? Ou est-ce que c'est le déroulé du jeu lui-même? Il semble nécessaire d'adopter une approche assez nuancée, parce que l'intérêt du jeu, ça réside moins dans son accomplissement final, je pense, que dans la qualité de son déroulement. J'en suis convaincu. Et pour cause, la majorité des joueurs rejoignent dans leur pratique cette réalité-là. Ils ne finissent généralement pas nécessairement, donc il y a des exceptions. Alors ainsi, plutôt que considérer l'inachèvement comme un échec, nous pourrions envisager les jeux comme des espaces où l'expérience prime sur la finalité. Umberto Eco, c'est lui mon auteur préféré, dans l'œuvre ouverte, qui est un de ses premiers qui doit dater, je me demande si c'est même pas des années, fin des années 50, cet ouvrage-là, ou au début des années 60. Umberto Eco, dans l'œuvre ouverte, nous invite à penser que l'inachèvement peut enrichir une œuvre en permettant des interprétations multiples et évolutives. D'ailleurs, dans toute l'œuvre d'Umberto Eco, on a généralement ces fins ouvertes. À la fin de Baudolino, son récit sur le mensonge, où il conclut en disant « Je laisse à un plus menteur que moi finir cette histoire ». J'aime beaucoup cette image-là. Donc, appliquée au jeu, cela suggère que certaines parties interrompues ne sont pas des échecs, mais des moments significatifs en eux-mêmes. Certains jeux sont conçus pour ne jamais être véritablement terminés. Et je pense que dans les jeux vidéo, on a aussi ce type de game design où on s'inquiète assez peu de la fin, parce que si déjà ils ont passé 40, 50, 70 heures à jouer, finalement, j'ai envie de dire que le marché, il est conclu. En fin de compte, la partie interrompue n'est peut-être pas une partie perdue, mais simplement une autre manière d'habiter le jeu, une œuvre ouverte où chaque joueur laisse sa trace, victorieuse, durable et magnifique. Ça, c'est des petites interprétations de fin de chronique. Merci beaucoup, Jérôme. C'était un peu long. Je me suis aperçu, je me suis dit, mais pourquoi il y a 7 pages aujourd'hui? J'ai essayé de compter les pages, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais moi aussi, ça s'arrête jamais. Je me suis dit, il a imprimé 2 fois. J'ai imprimé en double une page. Ça ne s'arrête jamais. Ça s'arrête pas. Je voyais l'heure, là. C'est passionnant. Mais c'était passionnant, on fait était nuit. captivés. Alors, nous, on a autour de nous, dans le décor, justement, un certain nombre de jeux qu'on a arrêtés, en tout cas, dont on a au moins arrêté une partie, pas forcément parce qu'on les trouvait mauvais, mais justement pour plein de motifs différents. Hein. Si on énumère un petit peu, et puis vous pouvez le faire avec moi, parce qu'on n'a pas tous joué au même jeu. Par Des exemple, fois, c'est une stratégie aussi. 1962. Pour l'œuvre ouverte. Ouais. Ça m'est revenu d'un coup en lisant. Donc voilà, par exemple, Hit, je sais que nous, c'était purement pour une raison de fatigue. On avait fait un gros jeu dans l'après-midi, on a essayé d'enchaîner avec un autre et on n'a pas réussi à se lancer dans la Le partie. thème de faire vroom vroom dans les virages nous chauffait pas trop. Oui, le thème a pu jouer également. Inversement, bon, tu parlais des gros jeux Twilight et Terraforming Mars qu'on adore. Et donc, pour le coup, si on a interrompu une partie, c'est pas du tout pour une raison de... pas du tout pour notre avis sur le jeu, on va dire. On a interrompu des parties de Twilight? Non. Nous, on ne l'a pas fait. Ouais. On aurait peut-être dû. Fun fact, une fois j'ai installé le jeu, j'ai invité des copains, je leur ai expliqué les règles. Donc,
Et 2 heures plus tard, à la fin de l'expédition de règles, oh non, on n'a pas envie de jouer. Et voilà, et Je les avais même j'en pas parlais avec C'était Benoît, plus des j'en parlais avec Benoît en coulisses et il me disait que c'était quelque chose qui arrivait régulièrement. Mais là, je vois qu'il y a High Frontier Ouais. Voilà. sur Ouais. l'étagère. Là où on voulait en venir. Non, mais finalement. c'est une stratégie aussi de ne pas finir une partie, parce que High Frontier, c'est un jeu qui est extrêmement complexe. Et je pense que la première partie qu'on fait de jeu-là, généralement, on la termine pas. Parce que déjà, c'est très long. Et surtout, on a besoin de faire une partie pour du beurre, un peu. De se dire, voilà, on voit comment ça se passe, on fait quelques tours. Et puis quand on a commencé à comprendre le jeu, ah oui, d'accord, ouais, bon là, j'ai fait n'importe quoi. Et du coup, on refait une vraie partie, la vraie partie, entre guillemets, avec les règles qu'on a assimilées. Parce que souvent, la première partie, c'est comme la première crêpe. Vous savez qu'on fait des crêpes. Non, C'est pour le cuisinier, généralement. Elle est ratée. Non, mais ça rentre totalement aussi dans l'aspect de défaite. Je pense que aussi de s'avouer vaincu face au jeu. Enfin, moi, je sais que pour High Frontier, c'est un peu ça où face aux règles qui sont vraiment très très condensées, il y en a énormément. Enfin, à chaque fois, la première fois on l'a fait, je comprenais rien. La deuxième fois, on l'a fait avec moins de modules. J'ai eu encore plus de mal. Enfin, On peut peut-être. Non, on a quand même fait. non, mais c'est peut-être des juste petits pas quoi. Oui, dire en pardon. 2 mots que High Frontier, c'est un jeu où on assemble notre fusée et on part à la même pas à la conquête, mais oui, on lance un projet de C'est un jeu, départ dans c'est un l'espace. jeu très réaliste, en fait, vraiment, Voilà. qui prend en compte même. Si les clowns, C'est le système solaire, on peut naviguer dans le système solaire. Il y a beaucoup de lois de la physique qui sont respectées dans le jeu. Et c'est vrai que c'est assez difficile, il y a beaucoup de règles. Il faut s'accrocher. Ouais. Au point que la première fois, on s'était dit que c'était presque une simulation. Et effectivement, en rejouant, Ah non, c'est un jeu. on y a ouais, pris c'est- davantage de plaisir et on a vu l'aspect ludique. Ah, moi, je trouve génial, mais c'est vrai qu'il est vraiment très complexe. Et il est mieux avec les modules, quand même. Donc au début, on joue pas avec les modules parce que c'est trop. Ouais. Et par contre, après, il faut vite intégrer les modules les uns après les autres parce que je trouve qu'ils apportent vraiment beaucoup de choses. Surtout le 4e sur l'économie qui nous donne de l'argent au début du jeu. On n'a pas d'argent, on dit, il n'y a pas d'argent. Et donc là, on peut avoir beaucoup d'argent au début et ça fait un boost, je pense, dans la partie qui est cool. Mais du coup, effectivement, en termes de retour d'expérience, déjà, c'est intéressant de se dire qu'une partie arrêtée n'est pas un jeu qu'on abandonne pour toujours. Non, t'as c'est des- souvent le cas, mais pas toujours. Non, c'est vrai. Et puis t'as des jeux aussi. Enfin, je crois que là, on a Dead Cells qu'on n'a pas encore testé, mais où le système de jeu c'est basé sur le nom exactement, mais sur ce fait justement de mourir à répétition, d'aller dans un donjon, mourir, revenir en arrière, mais de garder en fait les gains que tu as récupérés. Roguelite, ouais. Un roguelite, c'est ça, Ouais. merci. Et sur le plateau de jeu, en fait, il y a des petits inserts sur lesquels en fait on peut vraiment glisser nos cartes. Et vraiment dans les règles du jeu, c'est expliqué. Si vous voulez arrêter votre partie à ce moment-là, vous pouvez laisser vos cartes à cet endroit-là, piller le jeu et le ranger comme ça. Quand vous voulez reprendre la partie, vous avez juste besoin de dépiller le truc et vous reprenez, vous êtes arrêté. Vraiment un système de sauvegarde. Et moi que je trouve fascinant en fait mécaniquement en fait. Ça anticipe complètement une de mes questions, ce qui est très bien. Ouais. Mais, éventuellement, je pense qu'on y reviendra juste un petit peu plus tard. Et Merci, c'était calme. Attention sur ce point. Des fois, ça peut arriver qu'une partie s'arrête parce qu'il y a eu une irruption par exemple, d'un enfant, un chat, un truc qui se renverse aussi, qui peut faire que un coup de vent, une fois, souvenir d'une partie comme ça de Fief, c'était un jeu assez sympa un wargame un peu, mais avec plein de petits jetons, et on jouait dehors et il faisait beau, il n'y a pas un truc de vent, puis d'un coup, truc de vent, et puis je sais pas, il y avait 200 pions, donc ça fait, là. Oui, donc effectivement, c'est là où le mot les somme contraintes est né, d'ailleurs. extérieures Ce jour-là. et le matériel peuvent entrer en compte aussi. On a parlé de la fatigue, on a parlé de la difficulté du jeu. Et puis, tu mentionnais, Jérôme, les tensions sociales, qui sont du coup des tensions qui font pas partie du jeu lui-même, telles que... Enfin, en tout cas, pas forcément une mécanique comme peut l'être une tension dans un jeu coopératif de gestion de crise. Dans Room 25, par exemple, c'est déjà arrivé que Nicolas veuille arrêter un jeu juste avant, enfin une partie juste avant la fin, parce que tu estimais qu'on était de toute façon c'était chiant. Et c'était super frustrant quelque part aussi. Bah en plus, ce jeu-là, tu peux expulser des joueurs très tôt et après ils jouent plus, donc bon. Voilà. Voilà, On faut se juste souvient ça, de Benoît parti trop tôt. Ouais. Et comment, en contexte pédagogique notamment, on peut gérer un désistement ou un abandon d'un joueur
qui Mm. peut générer aussi des tensions pour aux camarades et puis mettre en échec l'activité proposée. Bah, de mémoire, ça m'est jamais arrivé, cela dit, d'avoir un joueur qui se vexe comme ça, ou des joueurs qui se disputent sur des parties, mais ça dépend en fait des jeux qu'on propose. Il y a des mécaniques de jeu, on sait ce qu'on appelle la mécanique du Texat. Les trucs où on va faire un truc agressif contre l'autre. Alors, pas forcément l'attaquer, mais où éventuellement s'arranger pour contraindre ses déplacements, le limiter dans ses ressources. Voilà, ces mécaniques très agressives, ça crée évidemment énormément de tension autour de la table. Et des fois, au-delà du temps de jeu. Et ça, à mon sens, c'est une très mauvaise idée d'avoir ce type de jeu dans un contexte pédagogique. Donc, avec des jeux qui sont où il y a de la tension, mais dans un jeu où il y a des mécaniques qui sont plus narratives ou plus avec des aspects de gestion ou avec une compétition qui est plus cadrée, ça me paraît moins moins risqué. Parce que dans un jeu d'affrontement où le but du jeu de toute façon est dans un wargame ou dans un jeu un peu d'opposition, on sait qu'on doit affronter l'autre. Donc généralement, le gameplay est bien fait par rapport à ça. Ce qui se passe assez mal, c'est quand, par exemple, je peux choisir d'aller pourrir un des joueurs qui est autour de moi. Je vais dire, ah bah tiens, c'est à lui que je vais donner la peste à Londres. Tiens, hop. Ouais. Et donc là, ici, ce genre de Cette choses. situation. C'était ça, historiquement. Non, c'était Damien, peut-être. Non, c'était c'est toi. Arthur et moi. C'était bien moi, ouais. Ouais, et c'était toi qui avais mis la peste. Oui. Voilà. Mm. Bah, en fait, là, si, c'est un truc qui est agressif et qui pourrait faire que la personne va. Passif du tout. Je l'avais plutôt bien pris parce qu'en termes de narration, ça me donnait un peu de. Ouais. Voilà, parce Mais, que ton profil de joueur aussi. On peut avoir des faisait- Voilà, joueurs aussi, qui c'est quand ça. même montent un peu ici. Enfin, je pense que c'est ce type de configuration. Je pense qu'il faut essayer d'anticiper justement dans les mécaniques du jeu ce qui peut exister comme type de friction. Et est-ce que la règle est suffisamment propre pour l'encadrer, ou est-ce que c'est vraiment cet effet de cette tension-là de désigner un plutôt qu'un autre, et parce qu'après, évidemment, ça se fait avec un background social dans l'historique des personnes qui sont là. Et donc, voilà, ça peut mettre en lumière des tensions qui existent déjà, les approfondir. Donc, mais voilà, mais par contre, ça existe. Enfin, moi, ça m'est pas arrivé, mais je sais que ça peut se rencontrer. Et c'est là où l'enseignant doit être très prompt dans son animation et désamorcer, et puis peut-être, faut rappeler que de toute façon, c'est pas super. L'enjeu ne doit pas être dans la victoire ou la défaite, de toute façon. Et puis, j'imagine que le fait d'anticiper, d'éviter des abandons, ça passe par relancer l'engagement des étudiants. Donc, on vous renvoie à notre épisode sur l'engagement. Mais du coup, l'engagement, il est double. Est-ce qu'on considère que ça fait partie du contrat ludique de mener une partie à terme, de ne pas quitter une table en cours de jeu? Un contrat Contrat social. des autres joueurs, mais après, on a le droit de. Un jeu, on l'a acheté a priori, donc on a le droit de. Mais est-ce que Même tu te le sens brûler. engagé par rapport aux autres joueurs? Oui, en quelque sorte, on s'engage à passer un bon moment ou à suivre son cours. Ça peut être frustrant. Moi, ça m'arrive. Enfin, ça arrive parfois dans des parties que justement les joueurs considèrent qu'il y a une telle avance que c'est plus intéressant à jouer. Ça peut être frustrant de se dire, mais moi j'aurais bien aimé, ne serait-ce que pour poser ce truc-là. Enfin, voilà, ça peut être frustrant d'avoir ce type de choses. Il y a à ce sujet un article. J'ai jamais arrêté de partie prématurément, je pense. Comme ça. Sauf par une contrainte de temps, comme je disais avec Frosthaven, ou même là, des fois, nous, quand on joue ici, on teste un jeu, on n'a pas toujours le temps de terminer le jeu, donc on est obligé d'arrêter. C'est pour ça qu'on voulait acheter les tables à 7 000 € là, qui permettent d'avoir des trucs en dessous. Et... Des fois, on laisse un jeu, on veut vraiment continuer, ou des fois, on se dit, tant pis, on range. Heroes of Might and Magic, on a laissé sur la table. Pourtant, Non, on l'a rangé. On l'a rangé, on a pris les photos, on l'a remis. Après, quand on y a rejoué, on m'a dit que j'étais mort et que je pouvais plus jouer. Donc, voilà. Oui, t'aurais dû être mort. C'est pas comme ça quand ça arrive. Mais c'était quoi ta question précédente? Parce que je crois qu'on n'y a pas répondu.
Alors si, c'était sur l'engagement social. Mais je sur le voulais, contrat, je pense que avec des étudiants, ça peut être bien quand même de le formaliser, ça. Avant, dans le briefing, les consignes, de dire, voilà, rappeler que l'issue n'est pas dramatique, et que c'est pas ça. Et puis, effectivement, ce contrat social, quand on fait les animations autour du jeu de rôle en particulier, Je pensais à ça, qui est sur plusieurs semaines, bah, il y a quand même un respect à avoir du maître de jeu qui a préparé les trucs, le maître de jeu aussi, que lui, il n'arrive pas en disant bon, bah, salut, ça va, bon, Vous êtes dans une lancez un dé, voir si j'ai une idée. Donc, il y a ce respect quand même en général à avoir, et c'est pour ça que un abandon doit être consensuel, je pense. Partagé par les joueurs, on dit on arrête. Ouais. Beaucoup de choses doivent être consensuelles d'ailleurs dans la vie. Mais c'est un bon conseil, mine de rien, Oui. de discuter de l'abandon avant de faire passer la table. Et sur les... Celle-là, on peut pas trop, c'est un peu lourd. Bah, sinon, tu prends le pied de la table sur les questions de difficulté et donc la dysphorie que ça peut Oula, un dictionnaire, s'il vous plaît. Alors, c'est un concept Goffman. Et donc, la dysphorie, c'est le sentiment qu'un participant éprouve quand il a un malaise dans un jeu, soit parce qu'il s'ennuie, soit parce que c'est trop difficile pour lui. Et donc, tout ça, je l'ai lu notamment dans un article de Jean-Emmanuel Barbier qui s'appelle « Construire le cadre du jeu, pratique d'engagement lors de parties de jeux d'édition ». Et en fait, c'est intéressant parce qu'il évoque les menaces, qu'il appelle les menaces sur la rencontre dont on est en train de parler. Et il parle de stratégie pour relancer, pour maintenir en tout cas le cadre de la partie. Et dans le cas où un jeu, justement, paraît gagné d'avance par un des joueurs et du coup, les autres joueurs se découragent, il parlait notamment du fait de trouver des nouveaux objectifs. Et je trouvais ça intéressant. Par exemple, ne pas finir dernier ou prendre fait et cause pour un autre joueur. Et ça, je pense qu'on l'avait fait dans Europa Universalis, par exemple, où on s'était dit, puisque Charles Quint est en train de conquérir toute l'Europe, on va faire en sorte que le pape s'en sorte quand même. Et on ne savait pas qu'il marquait 2 points par province. C'est possible. Beaucoup de points. Et voilà, de redéfinir un nouvel enjeu. Oui, mais il y a des jeux, Twilight le fait plutôt bien, avec des nouveaux objectifs qui sont dévoilés à chaque fois. Donc, du coup. Mais ça revient généralement dans notre discussion quand on fait des. Peut-être un peu loin du micro là. Europa. Oui. Oh là là dans Europa Universalis, où je sais que plusieurs fois tu m'avais déjà dit, mais pourquoi tu fais ça? Il faudrait plutôt aller sur Jérôme. Et je dis non, mais moi je me bats pas pour la première place, je me bats pour la deuxième. Déjà, c'est déjà bien en fait. Et ça va là-dedans, je pense. Et ça aide à retrouver un plaisir en cours de partie. Oui, ouais. Et il y avait aussi l'occasion de tester l'efficacité d'une stratégie hasardeuse, d'une tactique hasardeuse. Oui, on peut. Oui. Vu qu'on voit que c'est foutu, on peut tester des trucs. C'est le voyage, comme disait Jérôme. C'est ça, ça va avec l'idée du jeu comme expérience. Oui, voilà. Bah oui, la vie est un voyage, oui, c'est très beau. Je n'ai pas dit ça, mais tu peux me l'attribuer si c'est moi. La vie est un voyage, Nicolas 2025. Et puis il y a les stratégies aussi mises en place par les joueurs eux-mêmes pour adoucir leur abandon. Tu parlais du Monopoly. Combien d'entre nous ont connu un membre de leur famille qui leur donnait tout leur argent pour aller partir Ça fait 8 heures qu'on joue, est-ce que je peux me lever? J'ai envie de faire pipi. Avec le truc assez injuste. Allez, je m'en vais, je donne tous mes gros billets là, de 50 000 à toi. Non. On les remet à la banque. Non, je lui donne. Donc il y a un peu toutes ces stratégies-là qui vont être pensées d'expérience en expérience par les joueurs et puis qui ont été aussi théorisées par des chercheurs. Et en termes de game design, comment est-ce qu'on anticipe ces abandons-là? On les anticipe pas beaucoup en fait, mais on avait déjà parlé dans l'émission sur la motivation, comment on relance l'intérêt des joueurs dans une partie, c'est ça en fait. Sur un bateau. C'est la chaise dans la table qui rentre. Vous n'avez pas entendu? J'ai cru qu'il y avait un tremblement de terre. Excusez-moi, je me suis distrait partout aujourd'hui. Donc, on va relancer l'intérêt. Je ne veux pas que je m'appuie dessus. On va relancer l'intérêt parce qu'on disait déjà, on va essayer de. Déjà, c'est embêtant dans un jeu quand il y a un joueur qui prend trop d'avance. Généralement, les jeux, quand ils sont conçus, ils sont faits on fait en sorte qu'il n'y ait pas vraiment d'écart très important. Même si c'est un très bon joueur, normalement, on arrive à peu près derrière et on peut, dans les derniers tours, se dire allez, je vais essayer de combler l'espace qui me reste, de rattraper le retard considérable que j'ai. Mais
Mais il y a toujours des moyens de relancer l'intérêt, mais c'est pas magique en fait. Si un joueur n'est pas dans le jeu, qui veut, voilà, pourrais faire ce que tu veux, tu vas pas le motiver à rejouer. Enfin, c'est fini quoi. Il y a les mécaniques de catch-up. Comme les succès en jeu Le vidéo. maillot. Le maillot. Un joueur qui est dernier sur une liste, sur la Il piste aura des un scores, bonus. Ouais. il peut avoir un bonus ou qui peut avoir une accélération, voilà, sur une réduction pour acheter certaines choses. Il peut y avoir des choses qui sont intéressantes. Moi, j'aime bien dans les jeux, c'est des jeux où la partie évolue, où soudainement, en fait, une fois qu'on a joué, au bout d'un moment, on bascule sur un nouvel âge et il y a une nouvelle règle, éventuellement, de nouveaux matériels de jeu qui arrivent, on peut l'explorer, de nouvelles parties de cartes et autres. Et ça peut relancer. Il y a une technique qui marche très bien, pardon. Vas-y, termine. Non, vas-y, du coup, je suis intrigué. C'est le scoring, en fait. Ouais. Il y a des jeux qui font le scoring au fur et à mesure de la partie. Et du coup, on voit le pion des autres qui avance plus vite que le nôtre, et nous, on est hyper à la bourre. Et du coup, si c'est à la fin, si on score vraiment à la fin tous les points, ben, on se rend moins compte forcément qu'on est à la bourre. Et ça peut permettre aussi de ne pas décrocher au jeu, pas vouloir arrêter. Alors, les trucs, moi j'appelle les salad points, là où en fait on peut scorer de plein de façons différentes. Seven Wonders, par exemple, truc. Ça a le désavantage pour moi. Alors, de pas forcément avoir une lisibilité très claire de qui mène. Mais c'est pas si important que ça. Toi, t'aimes bien savoir qui est devant. Moi, généralement, ces jeux-là, on peut quand même se rendre compte. On voit l'usage. On dit, ouais, bon, toi. Mais plus fondamentalement, après, c'est sur l'équilibre entre différents éléments qui va faire que dans la rejouabilité, moi, généralement, au bout d'une partie, je me dis, OK, bon, bah, j'ai vu, c'est là où il faut aller chercher les points. Ce système-là par rapport à d'autres. Donc, je vais essayer de. Et où ça m'arrive sur certains jeux, ça m'arrive de compter en cours de partie. Ouais. Les scores de tout le monde, je me dis, bon, OK, bon, bah, c'est ça. Je veux savoir, j'ai pas le droit de le faire. Et il y a des jeux comme le jeu. Tigre Frat, moi, je compte toujours le nombre de points que vous avez. Ah ouais, j'ai pas joué. Age of Rome, on a joué. Il y avait les deux. Il y a des points qu'on score pendant une partie, et puis il y a une autre partie à la fin, quand la partie est terminée, qui va compléter le score. Donc, oui, l'objectif secret peut être. Moyen de toucher des nouveaux objectifs secrets. Ouais. Et on peut penser aussi inversement aux punitions, aux sanctions. Alors ça, c'est peut-être pas pour arrêter les parties, mais en tout cas pour les interrompre longuement. Et je pensais au cas des jeux vidéo en particulier. Alors moi, j'avais l'exemple d'Animal Crossing. Parce que beaucoup s'en souviendront. Dans Animal Crossing, si tu joues pas pendant longtemps, tu reviens dans ton village et il y a plein d'herbes, de mauvaises herbes qui ont poussé, par exemple. Ou des habitants qui ont déménagé parce qu'ils sont tristes. Et t'as des cafards aussi chez toi. Voilà. Ouais. Donc, tu dois les écraser sinon ils disent que ta maison elle est sale. Je sais pas pour les jeux analogiques. Le subtexte, là, il est ultra violent. Ah ouais, non, réellement. Ouais. Mais j'ai l'impression que du coup, la sanction, elle est quand même peut-être plus intégrée encore aux mécaniques de jeux vidéo. Alors, d'une certaine façon, en fait, c'est oui. Alors, la punition, je dirais que. Alors, moi, ça m'est déjà arrivé souvent. Alors, souvent avec des jeux de rôle donc vidéoludiques où effectivement, j'arrête de jouer pendant un certain temps et une fois que je me remets à l'intérieur ou peut-être un jeu narratif, je vais arrêter peut-être 3-4 mois. Je vais me remettre dedans et je vais me dire, mais c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je fous là? C'est qui lui? C'est qui elle? Et tout l'intérêt de tirer sur tout ce qui bouge. Donc, ouais, là, c'est ça. Et en fait, l'intérêt que je peux avoir que j'avais pu avoir par rapport à ce jeu vidéo-là, il est parti parce qu'en fait, c'est vraiment un intérêt purement narratif. Donc, si je comprends rien, c'est vraiment comme si je reprenais une série en plein milieu. Oui. Je vois pas vraiment l'intérêt. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je recommence une nouvelle partie. Donc, en fait, les heures que j'ai déjà fait, je dois les refaire. Et après, je me dis, ah oui, c'est vrai, tel personnage, c'est ça. Ah oui, telle situation, c'est pour ça. Et là, je dirais que la punition, alors, entre guillemets, c'est pas vraiment une punition, mais je pense que c'est là où elle tombe un petit peu aussi.
Moi, je l'ai dans l'autre sens. Pour d'autres types de jeux, enfin, où je vais pas jouer longtemps et je vais surtout espacer 2 parties. Il y a des jeux très répétitifs, Oui. les jeux d'infiltration, par exemple. Mhm. J'aime bien, mais en fait, j'ai du mal à y jouer plus d'une C'est parce que demi-heure. tu te fais tout le temps attraper et du coup, tu recommences le niveau plein de fois. Et C'est ça. non, c'est, je trouve qu'au final, c'est toujours un peu enfin, malgré tout, Oui, un peu oui, la oui. même chose. Donc, de faire 25 heures de suite, ça m'arrivera jamais de faire ça. Ouais, Alors que sur un ouais, jeu ouais. de rôle, justement, pris dans le truc, je vais faire le Mm. week-end à ne faire que ça jour et nuit. Pareil pour les jeux de voiture. Bref, non, j'aime pas du tout. Mais, Oui. les jeux de combat, tu sais, de temps en temps, aller taper sur un truc, puis non, je dis, bah ouais, d'accord. Mm. Oui, ouais. Je sais que c'est souvent ça. Enfin, moi, ça m'avait fait ça avec les jeux d'aventure dernièrement, parce que c'est vrai qu'ils ont repris un peu la formule d'Assassin's Creed où on se retrouve dans un environnement ouvert. Il y a des tours pour pouvoir trouver, débloquer tout un endroit de la carte. Et après, une fois que tu as fait tous les lieux, tu vas dans l'autre côté de la carte, tu vas faire encore une autre tour, etc. C'est très, très répétitif. Il y a moins de. Narrativement parlant, c'est moins intéressant. Et Oui. dans La le, manifestation va couvrir. Oui. dans le cas des jeux qui vont être considérés comme trop longs par les joueurs, on revient sur la question de la sauvegarde que tu évoquais, Ouais. qui peut être une des mécaniques, peut-être, je sais pas dans quelle mesure on peut faire ça comme une mécanique, mais un outil en tout cas qui va être important pour éviter ça. Ça peut être une mécanique de jeu. Ça peut être une mécanique de jeu. Ouais. Mais, Ça m'intéresse. ouais. Dans Dans The Witcher 3 notamment, alors, quand tu recommences le jeu, quand tu fais un chargement, il y a un petit passage narratif. C'est vraiment même pas 2-3 minutes, même pas, où c'est un plan, donc un dessin avec la voix d'un des personnages qui te raconte ce que Geralt a fait, donc ton personnage principal. Et ça change dépendant de ce que tu as fait, donc là où tu en es dans l'histoire principale. Alors des fois, ça peut être assez redondant parce que tu peux t'arrêter. C'est Jasquier qui parle. C'est ça. J'ai mis un mode moi pour virer ça parce que Voilà, moi j'avoue j'aime bien parce que c'est vrai que ça peut te permettre de te rafraîchir la mémoire, mais si tu y joues vraiment sur des périodes assez courtes où tu vas y rejouer vraiment tous les jours, au bout d'un moment, et que tu n'avances pas forcément dans la quête principale, tu vas te retrouver tout le temps à connaître le truc par cœur. Tu dis oui, Ouais. j'ai compris Jasquier, je sais oui, où j'en d'accord. suis, merci. Donc, il y aurait ces petits résumés. C'est ça, ouais. Et oui, donc il y a la sauvegarde là, donc qui permet d'arrêter, de reprendre. Il y a un jeu, le 7e continent, qu'il faut que j'amène, faut qu'on y joue, qui permet de sauvegarder. Donc c'est un des premiers jeux qui a permis ça. Et c'est intéressant parce que quand on arrête de jouer, en fait, ça reset le monde dans lequel on évolue en fait. Donc en fait, le 7e continent, c'est un jeu où on explore des cartes carrées. En fait, on dévoile le 7e continent, qui est une île. C'est vraiment génial. De découvrir la carte et la cartographier. Parce que moi, je faisais ça. Pardon. Je dessinais la carte en même temps que je jouais. Je trouve que c'est un bon c'est génial. Je pense que c'est vraiment un exercice. Et d'ailleurs, les designers du jeu proposent en fait un carnet de cartes en fait, où on peut dessiner la carte. Et après, quand tu refais une nouvelle partie avec un autre personnage, avec une autre malédiction, tu vas commencer à un autre endroit de la carte. Et ben, cet objet physique, cet artefact que tu as créé toi-même, tu peux t'en servir pour avancer dans la quête d'un autre personnage. Enfin, bon, bref. Et quand on se repose, quand on arrête de jouer, en fait, on sauvegarde notre jeu. Et en fait, ça enlève les tuiles autour de nous. C'est les mêmes. Hein. La carte ne change pas. Par contre, ça va réinitialiser la nourriture, par exemple, parce qu'on peut trouver de la nourriture, on peut chasser, etc. Et puis, ça va réinitialiser toutes les petites épreuves qu'on va faire en fait, pour évoluer sur la carte. En fait. Chaque fois qu'on transitionne vers une autre carte, il y a un petit défi à faire, en fait, et puis ça va tout remettre à zéro. Donc, c'est un moyen intéressant en fait, d'arrêter, mais en même temps de renouveler le jeu. Quand on revient dans la partie, ça renouvelle le jeu, etc. C'est génial. Ouais, c'est un super jeu. Et après, il y a les pratiques propres aux joueurs. Toi, en jeu de rôle, tu prends des notes ou les photographies. Et puis, le jeu te force pas. Ils disent qu'il faut au moins jouer 1 heure. Parce qu'autrement, le fait de reset tout le temps, ça peut avoir un problème dans le jeu. Mais on peut faire une session de 5 heures, sauvegarder. Et puis, ou alors, on joue que 2h30, puis on arrête, on sauvegarde. Et c'est super facile à faire. Et ça fait partie du jeu, en fait. Ça me fait penser un peu à ces techniques-là dans les techniques de speedrun, justement. Donc, le fait de terminer un jeu vidéo vraiment le plus rapidement possible, ça peut être aussi une technique qui peut être utilisée par les joueurs et les joueuses de
alors pas forcément de cartographier, mais d'arrêter la partie à un certain endroit pour utiliser un bug du jeu. Donc soit en fait arrêter le jeu alors qu'il est en train de mourir, mais c'est pile poil à un moment qui fait que le jeu va un peu bugger et va remettre à un endroit. Enfin, ça peut être une technique aussi pour se téléporter à des endroits. D'accord. Traverser les murs. Traverser des murs, vraiment, en fait, utiliser des bugs. Donc, des fois, sauvegarder ou éteindre sa console au moment où il y a une sauvegarde pour casser sa console. Casser sa console. Et puis, du coup, utiliser des bugs pour pouvoir aller plus vite dans un jeu, ça peut être aussi une technique d'utilisation, justement. Là, typiquement, les speedrunners, alors au-delà du truc, des fois, ça peut être rigolo à faire, mais fondamentalement, alors, je trouve que là, c'est pareil, on est. Je comprends moins le sens de leur expérience par rapport à ceux qui. Enfin, je le comprends pas plus que par rapport à ceux qui ne finissent pas, par exemple. C'est-à-dire que. Je sais pas, c'est. Après, ça dépend aussi de la catégorie de speedrun. Parce qu'il y a vraiment le speedrun, c'est vraiment un sujet très passionnant, mais il y a vraiment plusieurs catégories. La catégorie du NI%, c'est catégorie-là de finir un jeu. Donc en NI%, c'est en utilisant toutes les techniques possibles, c'est-à-dire même des glitches, même des bugs. Après, tu as les speedruns vraiment de base où là, on suit le jeu et on n'utilise pas les bugs, on n'utilise pas les glitches. On le fait le plus vite possible. On fait le plus vite possible. Après, il y a d'autres catégories qui rentrent en jeu, genre sans jamais sauter, sans utiliser d'armes. Voilà. Mais oui. C'est une autre forme d'expérience. Sans se faire toucher. Voilà, c'est une autre forme d'expérience. Ouais. On va Bien sûr. conclure cet échange là-dessus. Peut-être avec un dernier conseil qui nous avait été donné par Benoît, qui était aussi de bien penser à regarder des vidéos de règles en amont. Ça peut être aussi une des façons d'optimiser. De pas lâcher l'affaire. Voilà, de pas lâcher l'affaire et surtout en cadre pédagogique d'optimiser le. Oui, ça c'est quelque chose que merci Benoît. Non mais c'est quelque chose qui a changé quand même. Il y a plein de choses qui ont changé dans la façon dont on faisait les jeux, mais les plus anciens autour de la table, eh bien, témoignons que quand on était coincé dans un jeu, avant, mais je parle plutôt jeu de vie, tu peux te mettre dedans. Sur ETAJV. Voilà, il y avait ETAJV, mais il fallait qu'on aille sur notre connexion AOL. Et donc, c'était long. C'était long, non, mais il fallait qu'on demande l'autorisation. Ou dans les magazines. Et dans les magazines. Et c'est donc, parfois, on était coincé littéralement dans un jeu qu'on ne pouvait pas finir parce qu'on essayait tous les trucs. Et je vous assure, des fois, c'était complètement débile. Les trucs. Le machin le plus contre-intuitif, essayer de choper le pixel invisible pour envoyer la corde pour faire le truc. Et c'est vrai que maintenant, on peut plus facilement construire, poursuivre le jeu, le finir. Finir un jeu dans les années 80-90, c'était très 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 dur, sans aide. Ils étaient très très durs aussi. Mais ils étaient très très peu longs. Ils étaient très très courts finalement. Oui, les jeux, sur Nintendo, mais on ne finissait jamais. Ouais, sur Super Nintendo, les jeux, en fait, mais c'était tellement difficile que on les finissait pas. Autre époque. Autre époque, oui. 400 francs le jeu. Je vous remercie. Ces échanges d'expériences et de conseils. On va, comme d'habitude, terminer l'émission en revenant un petit peu rapidement sur les derniers jeux qu'on a découverts. Donc, il y en avait 2 la semaine dernière. Il y avait Obsession, qui est un jeu de Dan Allagan chez Cagnetta Games, paru en 2020, et Skyrise, un jeu de Adam Wise et Sébastien Pochon chez Roxley Games, paru en 2022. Alors nous, on a... J'explique les règles rapidement, puis tu donnes ton avis. Bien sûr. Ok. On peut faire ça comme ça. Vraiment, je vais être désagréable. On est organisés, nous. Donc Obsession, c'est un jeu de deck building. J'aime bien lisez la baseline, qui est géniale. Qui se passe dans l'Angleterre victorienne, dans lequel on va incarner une famille, donc des vraies familles d'époque. Je crois même que sur les cartes, les portraits, ce sont des vrais portraits des gens de cette famille. On va jouer une famille un peu décadente, en bout de route, là, qui a besoin de redorer son blason. Donc ça se passe dans le Derbyshire, en Angleterre. Et c'est un jeu où on va en gros organiser des fêtes, des activités avec des gens de la haute société, dans le but de récolter de l'argent, d'améliorer notre domaine,
Donc, construire des bâtiments, améliorer, etc. Et améliorer nos... Une petite demande en régie d'avancer, je pense. Ah oui, pardon la régie. Et pour ça, c'est un jeu de placement d'ouvriers. Ça, c'est un jeu de cartes et de placement d'ouvriers où on va associer des cartes de notre main qui sont des gens, des autres. Donc au début, on a notre famille. Ils sont très beaux avec les portraits. Donc chaque famille a son petit portrait. Les petits personnages ont des pouvoirs. Et quand on va les inviter à des activités, je pousse. Poussez, monsieur. Non. Je pousse ma tasse qui va tomber par terre. Moi, je peux plus là. je peux plus parler. Vas-y. Et voilà, parfait, très bien. Merci et donc, beaucoup. Ça, c'est notre domaine. Non, ça, c'est ce qu'on peut acheter. Donc, on va construire notre domaine ici. On voit pas. Bon, tant pis. Hein. Je vais montrer comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est notre domaine. On a chacun un truc comme ça. En dessous, on va avoir des tuiles qui correspondent à des pièces de notre domaine qui sont par thème. Donc, il y a les services, le truc essentiel, le domaine, etc., les prestations. Et on va associer, on va faire des activités avec des gens de notre famille ou des invités que l'on va piocher en fait là-dedans, qui sont des gens de la haute société anglaise de l'époque. Bon, le chat, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Le chat, c'est une blague du développeur, je pense. Il a mis son chat. Il est un peu cheaté, comme on dit dans le milieu. Il a trop de stats, il coûte trop cher, je sais pas ce qu'il a fait. Et en fait, selon les personnes que l'on va inviter à nos activités, on va générer de l'argent, on va générer de la réputation, etc. qui va nous permettre de progresser dans le jeu. Avec l'argent, on va acheter de nouvelles pièces, enfin, on va améliorer le domaine, etc. Le but étant d'avoir le plus possible déjà de réputation pour pouvoir inviter des gens de plus en plus prestigieux et avoir aussi les faveurs des Fairchild, qui sont un garçon et une fille en âge de se marier, célibataire, extrêmement riche. Et le but, c'est pas nécessairement ce qui va nous faire gagner, mais ça peut donner des points à la fin de la partie de les avoir pris dans notre filet. Et voilà. Et c'est un jeu de placement d'ouvriers. On va associer des employés de notre maison, donc ces petits pions-là, donc il y a des valets de pied, etc., et des servants, pour accommoder ces gens qui, des fois, nécessitent, par exemple, lui, il veut un petit bonhomme vert, je ne sais plus qui c'est, un petit bonhomme vert. Oui, il y a les valets de pied. Voilà, les valets de pied. Donc lui, s'il s'il vient, il veut qu'il ait un valet de pied à son service pour pouvoir l'avoir avec lui, mais il rapporte 8 points de victoire. Il fait pas les mains. Il fait que les pieds. Il fait que les pieds. Il rapporte 8 points de victoire à la fin de la partie. Donc celui-là, il est assez dur à faire venir, mais il rapporte des points de victoire. Pour qui se prennent Ah ces bah gens c'est Charles et... Voilà, excusez-moi, c'est Charles et... c'est les Fairchild, c'est les frères et sœurs, en fait. Eux, c'est les stars. Ah oui, Voilà. Charles, il a une sacrée... Alors, Florine, après ces brillantes explications, je te donc on a des remercie. objectifs perso, et en fait, on joue 4 saisons, on joue sur une année, en fait, où on va... Exactement. Voilà. Il y a un petit côté Qu'en chronique. as-tu pensé, Florine? Merci Nicolas. Il y a un petit côté chronique de Bridgerton, oui, dans le thème. Toi, tu as adoré le jeu. Moi, j'ai beaucoup aimé, oui. Ouais. Déjà parce que j'aime beaucoup les jeux de placement d'ouvriers. Et puis parce que le thème est très réussi. Il y a même des Je rejoins explications. là-dessus. Il y a même des explications historiques sur les personnes dans le livret de règles. Et c'est assez facile à prendre en main finalement. Oui, pardon, je te coupe un instant. Il y a même un livret historique, en fait, qui fait le lien entre le jeu et les personnages, etc. Ouais. Et ce seraient des vraies photos qui auraient été utilisées Ouais. pour créer les invités. Donc c'est oui, pas votre tour. Je trouvais que c'était facile à prendre en main, que c'était... Alors, on a quand même un peu... Les règles sont un peu denses au départ, quand même. On avait du mal à comprendre comment ça se... Mais elles se mettent vite en application, Ouais, en fait, dès mais qu'on a après, compris que ça se déroulait en saison, qui était divisée en événements, etc. Et que finalement, en fait, les actions faites à chaque fois sont assez simples. On choisit l'activité, il nous faut des domestiques pour assurer l'activité et des invités qui vont nous rapporter de la réputation et de l'argent. Il y a pas mal de combos sympas. Pour gagner, je conseille d'avoir des sous. Voilà, il faut miser sur le fait d'avoir des sous rapidement. Et vraiment, le thème est... Enfin, si vous aimez Downton Abbey, Chronique de Bridgerton, etc., le thème est très bien traité. Et voilà, on est très vite immergé dans l'histoire, je trouve. C'est pas Ça si manque, simple d'avoir des sous. ça manque de guillotine, cette histoire, moi, je trouve. Et chaque activité est assez plaisante, assez rigolo. On peut aller faire de la chasse, on peut aussi aller faire du bowling, prendre un petit thé, etc. Cette passion pour l'aristocratie, j'en peux plus.
Donc voilà, moi c'est une recommandation et je crois qu'on a tous. Mais même d'un point de vue historique, je pense que c'est vraiment sympa parce qu'ils ont fait un effort pour coller à l'époque, etc. Donc ouais, ça peut il y être a un intérêt vraiment assez cool. Et le livret, il est vraiment épais. Hein, on n'a pas emmené là, mais en termes de littérature, enfin, c'est clairement pris sur Recueillis Préjugés, donc je trouve que c'est sympathique d'avoir ça aussi, parce que c'est pas une thématique qu'on retrouve généralement dans les jeux de société. D'habitude, c'est plutôt Oui, on a la technocratie plutôt que. Oui, il y a le rapport au domestique aussi. Et en termes de mécanique, le marché commun et le marché de construction fonctionnent très bien aussi. Un peu embêter les autres. Il y a un énorme sac de tuiles. Là. Oups, il n'y a plus la caméra. Caméra zénitale n'est pas activée. Donc voilà pour Obsession. Et vous avez joué à Skyrise. D'accord. C'était. Je fais Nicolas et toi tu fais. Vas-y, Florine. Fais Nicolas. C'est impossible à faire. Donc nous avons joué, eh bien, c'est pas trop mal. Nous avons joué à Skyrise, qui est donc un jeu. Les auteurs, je crois que c'est. Les auteurs, c'est Adam Wise. Ah oui, tu l'as dit, bon, c'est parfait. Donc on a une très jolie grosse boîte. Et c'est une version de luxe. C'est la version de luxe. Et je pense que la version de luxe est vraiment sympa par rapport à la version de base. Donc on doit construire, nous sommes des architectes qui allons contribuer à la construction d'une ville qui est dans un peu le château dans les nuages, là, le château ambulant. Château dans le ciel. Je vous avais un mix de tout. Mais il est peut-être ambulant aussi. Il y a un château ambulant dans le ciel. Et ici, on a une carte avec. Je me rapproche un tout petit peu. On a une carte avec des quartiers. Et dans ces quartiers, on va venir essayer de poser nos bâtiments. Donc ça se joue jusqu'à 4 joueurs. Là, à 2 joueurs, il n'y a que 2 îlots qui se raccrochent à l'îlot central, mais à 4 joueurs, la map est plus grande. Et donc, c'est un jeu d'enchères. Et ce qui est original dans ce jeu d'enchères, c'est que on n'a pas d'argent et il va y avoir, alors, je ne sais pas si on voit, donc on a des bâtiments qui sont de 3 tailles différentes. Hein, je reviens, les tout petits comme ça, les moyens, et puis il y a les plus grands, les grandes tours. Et on a même une sorte de merveille qui est aussi disponible. Dans la version de luxe, tous les bâtiments sont différents. Il n'y a pas 2 bâtiments identiques. C'est sympa. Et tous les bâtiments sont dans le style architectural de l'architecte, de la faction un peu qu'on va représenter. Donc avec ces courants architecturaux, c'est sur le XXe siècle. Il y a beaucoup de choses qui sont autour du brutalisme, autour du futurisme, autour de l'architecture un petit peu néo-gothique également. Et donc avec des vrais noms de vrais architectes. Et donc la mécanique, c'est que pour miser sur un quartier, donc je vais, par exemple, si ce quartier-là m'intéresse, c'est un quartier ouvrier, donc il y a les quartiers ouvriers industriels, et les quartiers avec des parcs, et des quartiers avec des philosophes et les quartiers universitaires, je sais plus lesquels sont lesquels, inventeurs, naturalistes, inventeurs et verts. Naturalistes. Et peut-être inventeurs, non ? Oui, inventeurs, ingénieurs, et philosophes. Donc, pour miser, je vais commencer à poser une tour de ce côté-là. Et donc, je mise 3. Et la personne, si elle veut surenchérir, elle va poser dans un quartier adjacent quelque chose qui devra être de valeur supérieure. Et puis 22, moi je vais dire, non, moi je mets 81. Et donc, je continue à me déplacer. Et elle va dire, je mets 113. Et 113, t'as pas de tour qui est aussi grande, ce qui fait que moi je prends ça et j'ai même récupéré le truc que j'ai fait tomber 5 km plus en dessous. Voilà. Et ce faisant, après, je peux le placer dans mon petit système. Donc le système, je trouve, et après tout le monde récupère ses jetons pour la mise. Le système de... Enfin, tu me diras ce que tu en penses, Arthur. Oui. Donc après, on a des objectifs communs. Qui sont des objectifs un petit peu d'avoir par îlot, il y a un système de majorité, celui qui a le plus grand nombre de grandes tours dans chaque îlot. Après, il y a des systèmes qui, eux, varient d'une partie sur l'autre avec des objectifs pareil, souvent de majorité ou de chaînage. Et on a également un objectif secret qui est en rapport à notre faction, mais l'essentiel des points va être par rapport au nombre de bâtiments qu'on a posés, qui vont être multipliés par ce coefficient multiplicateur qui va de 2 à 4
en passant par 6. Et ça, c'est aussi assez original. Ça peut être intéressant stratégiquement de ne pas chercher à avoir... faut essayer d'aller à 6. Donc c'est, parce qu'après, c'est 5, cela joue. Après, c'est 4. 4, tu reviens en arrière. Donc, en fait, à partir du moment où tu arrives à fond, tu sais que tu vas dépasser ça. Parce qu'en fait, le prochain jeton que tu récupères après le 4, c'est un plus 10, en fait. Donc, voilà, il y a quelque chose à aller réfléchir ici. Et donc, le jeu est vraiment très beau. Les cartes sont, très jolies, sont en or. L'intérieur de la boîte dorées, est voilà. magnifico aussi. Et donc, les parties sont assez rapides. C'est un jeu qui est très simple. Donc, voilà, en quelques minutes, on va dessus. Et qu'en as-tu pensé, Arthur ? Moi, j'ai trouvé ça super cool. Enfin, alors, je m'attendais. Déjà, la direction artistique me plaisait. Ça me faisait penser énormément à BioShock 3. Infinite. Un peu plus, BioShock Infinite, qui est vraiment plus steampunk encore. Et après, tu as dit que c'était un jeu d'enchères et j'ai fait aïe. Parce que c'est pas trop mon truc. J'ai un très mauvais souvenir sur Dream Factory où j'étais dernier et c'était une très très longue partie. Et en fait, non, c'était très bien passé. Et franchement, ouais, ça se fait plutôt bien. Enfin, le fait que tu n'aies pas de billets et que vraiment tout se joue sur tes bâtiments que tu places, c'est vraiment super. Et il y a cette mécanique intéressante parce que à la fin, on joue tant qu'on peut jouer. Et donc, toi, tu as fait une stratégie plutôt d'aller jouer lentement, de ne pas faire du panic buy. Ouais, puis de mettre tous mes bâtiments à la fin. Comme ça, j'ai vraiment tout un quartier à moi, je dirais. Mais ouais. Et c'est vrai, quand on parlait des petites erreurs de règles, moi j'avais un peu mal présenté la façon dont on comptait un truc. Et l'un des joueurs avait vraiment fait toute une stratégie pour vraiment faire un chaînage de fou. Et en fait, non, ça lui aurait porté pas grand-chose. Là où il pensait gagner 40 points, c'était notre invité, là. Ouais, c'est le pauvre. D'où la frustration possible. Et possible parfois en disant ah non, c'était pas ça la règle au fait. Oups. Merci en tout cas. Voilà. Et donc, mais vraiment, vraiment bien. Et puis, je trouve qu'il y a une vraie plus-value à la version de luxe. Je trouve qu'il ne se fiche pas de nous. Le matériel est vraiment de qualité. Très très beau. Elle est très très chère quand même. Sans pas je veux faire l'avocat mais du diable, mais je crois qu'elle est quand même très chère. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Donc merci pour ces retours. Donc on conseille Skyrise et Obsession. Ouais. Est-ce qu'on teste une toute petite partie? On est tellement fort. C'est Qui c'est qui commence? Donc vous prenez chacun, je le rappelle, une contrainte à partir de laquelle vous allez devoir imaginer une petite situation de ludopédagogie. Un jeu. Il est du jeu. Donc moi je vous dis, la discipline ce sera en droit. Pendant une semaine intensive. Oh là là, avec des joueurs réticents. Et la compétence, développer ses capacités d'imagination dans un contexte de communication. Comment? Développer ses capacités d'imagination dans un contexte de communication. Typiquement, il va falloir inventer une histoire ou raconter tous ensemble. On est avec des étudiants de droit qui n'ont pas envie de jouer sur une semaine entière. Ils n'ont pas envie de jouer, c'est ça? Et c'est des joueurs réticents. Oui, bah ça va. Ça peut aller ensemble. Donc des joueurs réticents en droit, bah ouais, nous on aurait préféré un cours magistral à 600, prendre des notes comme ça. Et on les embrasse. Et d'ailleurs, expérience de vie à faire, essayez d'écouter ce qui se passe dans un amphi de droit de première année, le claquetis des trucs, et on dirait qu'il pleut. C'est magnifique, je vais enregistrer ce son. Okay. C'était pendant une semaine intensive. Une semaine intensive, pas insensible. Bah oui. Moi, je pense que ça peut être le jeu de rôle, développer ses capacités d'imagination dans un contexte de communication. Sur une semaine. Sur une semaine. C'est un grandeur nature, ça s'y prendrait pas mal. Un grandeur nature. Il n'y aurait pas de maître du jeu. Mais un grandeur nature, là. Sur une semaine. En costume. Sur une semaine. Aussi. Dans un truc, tu sais, très esthétique, Star Trek, tout ça. Moi, j'allais dire pareil que toi. S'il faut développer la communication,
Ouais. Les communications sont Où ils font limitées. Où ils font des cours magistraux dans le futur et ils tapent à l'ordinateur. Ah, donc tu peux inclure les cours dans la semaine. Tu peux inclure le cours dans le la vaisseau, semaine si t'as envie. Moi, c'était plutôt pour le côté juste au corps. Ah oui, non. Non, mais je pense que Quand ça ça fonctionne bien. sort. Donc, ok, un GN sur une semaine. Un GN sur une ambiance semaine Star Trek. avec. Une semaine, il faut prévoir des sas de décompression là, qui repartent pas du truc en pensant qu'ils sont Kirk et Ouais. une semaine de grandeur nature, c'est. Après, ça dépend. Si c'est, faut que tu aies des trucs très sympas à faire pendant ce temps-là. Ouais. Et tu inclus justement Tu fais des l'enseignement classes de de jeu, droit au GN. Ouais. Et si, ou alors, C'est le droit des nations, des planètes. ouais, c'est Mm. ça. Et il y a un sénateur qui s'appellerait, comment dire, pain au palpatine. Chocolatine. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour le GN. Je pense qu'on a pas dit, là, on peut commencer à écrire le scénario. Ça y est. Vous jouez, on dit pas à quoi on fait, non? Quoi? Tu peux dire à quoi on va Je veux jouer montrer. juste après. T'as envie de montrer ce que tu veux. Parce faire. qu'aujourd'hui, on va faire 2 tests. Donc on va jouer à On Blason. vous en parlera la semaine prochaine. Exactement. Blason, un jeu sur l'héraldique, c'est assez original. Et- Et ça, c'est un jeu qui est sorti il y a déjà un moment, Cascadia, où on construit Ouais. un écosystème on met dans des paysages des animaux. Qui a cartonné. Nous, on C'est va carton. parler de jeux de rôle, juste. Nous, on a essayé un jeu de rôle. Iron Sword, j'en parle depuis longtemps. Ouais. Et on a hâte. Je vais faire des nouveaux adeptes. Eh bien, je vous remercie vivement. À la semaine prochaine. Le thème de la semaine prochaine aura un petit peu un rapport avec Skyrise que vous avez présenté, Mmh. puisque nous parlerons d'architecture, Mmh. jeu d'architecture, bâtir pour gagner. Alléchant. Parce que la défaite, c'est pas tout notre truc. L'expérience, tout ça, L'expérience. c'est fini. Donc en tout cas, merci à vous. Retrouvez tous nos contenus sur la médiathèque pédagogique de l'Université de Caen et retrouvez-nous mardi prochain, comme d'habitude, à 13h. Merci beaucoup à Benoît et Lucie pour leur super travail de régie. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir apporté vos Bravo. savoirs et votre bonne humeur. Bonne semaine à tous, à Merci. bientôt. Bonne semaine, bisous.